C'est un nouveau tremblement de terre dans l'affaire Jeffrey Epstein. Plus de 3 millions de pages avec des milliers de photos et de vidéos issues du dossier du criminel sexuel ont été rendus publics ce vendredi par la justice américaine. Des documents qui mentionnent massivement Donald Trump, mais aussi d'autres personnalités, on va le voir. Mais alors, que révèlent ces nouveaux documents et où en est-on dans la publication des fichiers? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, comme vous le savez, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors on en parle régulièrement sur la chaîne, mais pour le contexte, très rapidement, Jeffrey Epstein, c'est donc un financier américain très influent qui est accusé d'avoir dirigé pendant des années un grand réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. On parle donc ici notamment de faits de pédocriminalité. Il devait être jugé, mais a été retrouvé mort, pendu dans sa prison, officiellement suicidé en 2019, même si certaines interrogations, notamment sur la sécurité dans la prison, subsistent. Lors de la campagne présidentielle l'an dernier, qu'on avait couvert sur place, Donald Trump répétait qu'il voulait que la vérité éclate sur Jeffrey Epstein, mais une fois élu, eh bien c'est globalement l'inverse qui s'est produit. Trump a tenté d'esquiver le sujet, estimant que l'affaire Epstein était instrumentalisée par les démocrates pour le décrédibiliser. Et en novembre dernier, sous la pression des démocrates, mais aussi d'ailleurs, il faut le noter, d'une partie des républicains, donc du camp de Trump, mécontent de cette tentative de Donald Trump de passer à autre chose, eh bien une loi a été votée aux États-Unis, une loi qui exige la publication de l'ensemble des documents non classifiés en possession du ministère de la Justice concernant Epstein. L'objectif, en rendant ces documents publics, c'est de faire en sorte que la vérité sur l'affaire puisse être connue du public et que les responsables ou les complices éventuels soient potentiellement identifiés et poursuivis. Cependant, attention, c'est très important de le mentionner ici avant de voir ce qu'on va voir après, même si certains documents ici prouvent à minima des liens, voire même parfois des amitiés très fortes entre Epstein et certaines célébrités, cela ne signifie pas pour autant qu'elles ont forcément et nécessairement un lien avec les affaires pédocriminelles d'Epstein. Mais alors concrètement, que sait-on de ces plusieurs millions de documents qui ont été diffusés? Bon, déjà, on peut noter que Donald Trump, il y est mentionné des milliers de fois. Faut savoir que pendant des années, Trump était un ami d'Epstein, mais le président des États-Unis affirme aujourd'hui que leur relation, elle s'est détériorée il y a de nombreuses années et il nie avoir eu connaissance de ces crimes sexuels. On en avait déjà parlé, des révélations de plusieurs médias états-uniens montraient cependant qu'il y avait dans les échanges entre Trump et Epstein des messages et des allusions à connotation sexuelle, notamment dans un courrier d'anniversaire. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer tout ça dans nos précédentes vidéos sur le sujet. En tout cas, parmi ces nouveaux documents, il y a une liste établie par le FBI, donc la police fédérale américaine, une liste d'allégations d'agressions sexuelles liées à Donald Trump, issues pour beaucoup d'appels anonymes et non vérifiés, c'est important de le souligner pour être factuel, non vérifiés par le FBI. Un formulaire revient par exemple en détail sur les propos d'une femme qui accuse Donald Trump de l'avoir violée lorsqu'elle avait 13 ans en 1994, des accusations portées avant l'élection de 2016. Selon CNN, le document du FBI indique notamment qu'Epstein aurait, je cite, été furieux que Trump ait pris la virginité de cette jeune fille, fin de citation, et qu'il l'aurait également violée. Melania Trump, la femme de Donald Trump, est aussi mentionnée dans ces documents, avec notamment la diffusion d'échanges amicaux par email entre Melania et Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, c'était l'ex-femme de Epstein et complice de ces crimes sexuels. Alors, interrogés sur les documents qui citent Donald Trump, la Maison-Blanche et le ministère de la Justice ont renvoyé plusieurs journalistes vers un communiqué qui affirme que, je cite, certains documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes à l'encontre du président Trump qui ont été soumises au FBI juste avant l'élection de 2020. Toujours selon le communiqué, je cite, ces allégations sont infondées et fausses et si elles avaient le moindre fondement crédible, elles auraient certainement déjà été utilisées contre le président. Fin de citation. Mais Donald Trump n'est pas la seule personnalité qui est citée par ces documents, puisque les documents, ils comprennent également des échanges de courriels entre Epstein et le milliardaire Elon Musk. Plusieurs emails montrent qu'Elon Musk a par exemple à plusieurs reprises évoqué la possibilité de se rendre sur l'île privée de Epstein, une île accusée d'avoir été le centre de nombreux crimes sexuels. Dans un échange par mail, Elon Musk demande notamment, je cite, quel jour ou nuit aura lieu la fête la plus débridée sur l'île. Fin de citation. Alors rien ne prouve dans les documents qu'Elon Musk s'est finalement rendu sur l'île et Elon Musk de son côté affirme qu'il ne s'y est jamais rendu. Des notes de Jeffrey Epstein accusent aussi Bill Gates de relations extra-conjugales, tandis que la fondation Gates dénonce des allégations absurdes et totalement fausses. Parmi les noms qui sont cités à plusieurs reprises dans les documents, il y a aussi celui de l'ex-prince Andrew du Royaume-Uni. Donc on parle ici du frère de l'actuel roi Charles III.
2003. Des photos de lui à quatre pattes au-dessus d'une femme allongée ont été fortement relayées par la presse britannique. Les documents révèlent aussi qu'il aurait invité Jeffrey Epstein à Buckingham Palace en septembre 2010, peu après que Jeffrey Epstein venait d'être libéré de son assignation à résidence après une condamnation à l'époque pour prostitution de mineurs. Pour rappel, l'ex-prince avait été déchu de ses titres royaux en raison justement de ses liens avec Epstein. A noter enfin que Keir Starmer, donc l'actuel Premier ministre britannique, a estimé que l'ex-prince Andrew devrait témoigner devant le Congrès américain sur ce qu'il sait des crimes d'Epstein. En France, on peut noter que le journal L'Humanité a aussi analysé les documents. Il revient notamment sur un mail envoyé par le journaliste américain Michael Wolff à Jeffrey Epstein en 2018, un échange qui révèle le contenu d'une discussion entre d'un côté Louis Alliot, qui était à l'époque le vice-président du Front National et compagnon de Marine Le Pen, une discussion donc entre Louis Alliot et Steve Bannon, un ancien conseiller de Donald Trump. Alors attention, vous allez le voir, là c'est par des mails avec Jeffrey Epstein qu'on apprend quelque chose, mais ce que l'on apprend n'a rien à voir avec les crimes d'Epstein en tant que tels. Cela dit donc, selon Michael Wolff, Louis Alliot et Steve Bannon auraient notamment parlé du refinancement du Front National après sa défaite du parti en 2017. Plus largement, des échanges montrent que Epstein s'intéressait à la question du financement du Rassemblement national. Alors ce lundi, le député RN Jean-Philippe Tanguy a réagi sur CNews et sur Europe 1, affirmant que le parti était, je cite, mentionné de manière indirecte et que le RN, je cite, n'a rien à voir avec ces gens. Dans ses échanges avec Epstein, le journaliste Michael Wolff affirme également, je cite, qu'une bonne partie de leur argent, donc l'argent du Front National et du RN, provient de la Russie. En effet, selon Mediapart, en 2014, le FN a bénéficié de 2 prêts venant de banques russes pour un montant total de 11 millions d'euros, visant donc à financer ses campagnes. Alors attention, ce n'est pas quelque chose d'illégal, comme l'affirme le RN, qui se défend en affirmant qu'aucune banque française ne voulait les financer à l'époque, mais certains politiques opposés au Rassemblement national estimaient que cela montrait bien une proximité entre le RN et la Russie, une proximité qui s'était reflétée à travers un certain nombre de positions politiques ces dernières années. Mediapart, qui a aussi donc analysé ces documents, souligne aussi des liens entre Jeffrey Epstein et la famille Lang. Il est notamment ici question de Caroline Lang, la fille de Jack Lang, qui est donc l'ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand et ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac. Il est actuellement président de l'Institut du monde arabe. Caroline Lang aurait notamment organisé de nombreux rendez-vous entre Jeffrey Epstein et Jack Lang. En fin de journée, Jack Lang a réagi en déclarant à l'AFP, je cite, assumer pleinement les liens qu'il avait pu créer avec Jeffrey Epstein. Je cite toujours ici, à une époque où rien ne laissait supposer qu'il pouvait être au cœur d'un réseau de criminalité. Fin de citation. Autre élément que l'on peut noter, selon cette fois-ci le média Politico, l'ancien ministre français de l'économie Bruno Le Maire aurait rencontré Epstein au domicile du puissant financier. Alors attention, là encore, il faut rester factuel et comme c'est le cas notamment pour le RN à l'instant, absolument rien dans ces documents ne relie Bruno Le Maire aux crimes sexuels d'Epstein, mais les documents indiquent simplement qu'une rencontre entre les deux hommes aurait eu lieu. En tout cas, au total, près de 3,5 millions de pages ont été publiées par le gouvernement depuis décembre sous la contrainte de la loi. 3,5 millions de pages sur un total de près de 6 millions. Le camp de Trump estime qu'il n'y en aura pas plus, sauf que, eh bien, certains membres de l'opposition démocrate estiment que le ministère a retenu beaucoup trop de documents et ce sans justification valable. À noter par ailleurs qu'il y a une forme de confusion puisque beaucoup de noms sont censurés dans les documents, notamment pour protéger les victimes, pour protéger aussi certaines informations sensibles. Sauf que, eh bien, plusieurs médias, notamment le New York Times, ont montré que pour autant, il y avait eh bien, des éléments extrêmement sensibles qui avaient bien été diffusés. On peut penser par exemple à des photos de femmes dénudées ou encore à certains noms de victimes. Autrement dit, le choix de la part du ministère de la Justice américain de supprimer certains éléments et d'en conserver d'autres fait vivement réagir. Au passage, dans cette vidéo, on n'est pas revenu sur les millions de documents ni sur les révélations précédentes parce qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer un certain nombre d'autres personnalités qui étaient citées. Je vous renvoie aux autres vidéos qu'on a pu faire dans le passé sur le sujet. Ce qui est évident donc, c'est qu'avec la diffusion de ces nouveaux documents, le camp de Donald Trump espère pouvoir passer à autre chose. On verra en tout cas dans les prochains jours si d'autres éléments sont révélés par certains médias. Je vous mets tous les liens directement en description. On vous tiendra au courant directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Le président iranien Masoud Pezeshkian a ordonné ce lundi d'entamer des pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis. Ces derniers jours, Donald Trump a multiplié les menaces envers l'Iran et a renforcé la présence militaire des États-Unis dans la région, tout en affirmant, je cite, espérer ne pas avoir à utiliser la force alors que la République islamique est soupçonnée par les Occidentaux
de vouloir se doter de l'arme atomique, ce qu'elle dément. Le régime iranien, qui avait d'abord menacé de riposter sur les bases américaines dans la région en cas d'attaque des États-Unis, a déclaré ce lundi achever dans les prochains jours un cadre et une méthode de travail pour des négociations. A noter que le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré aujourd'hui avoir convoqué, je cite, les représentants de tous les États membres de l'Union européenne qui ont une ambassade à Téhéran, la capitale de l'Iran. Cette annonce fait suite à la décision de l'Union européenne de qualifier d'organisation terroriste les gardiens de la révolution, donc les soldats d'élite placés sous les ordres du guide suprême iranien, une désignation qu'appliquaient déjà les États-Unis depuis plusieurs années. En représailles, l'Iran avait annoncé ce dimanche considérer comme groupe terroriste les armées européennes. Les gardiens de la révolution sont accusés par l'Union européenne d'avoir réprimé les manifestants réclamant la chute du régime islamique. Selon les estimations de nombreux médias et ONG, plus de 30 000 personnes auraient été tuées dans les rues lors de ces manifestations, mais le bilan reste incertain en raison de la censure dans le pays. Deuxième info, le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte a rouvert ce lundi dans les deux sens pour les habitants du territoire palestinien, a annoncé un responsable israélien. Ce passage frontalier, qui était fermé depuis mai 2024, a rouvert partiellement. Ce lundi, 150 personnes ont été autorisées à quitter Gaza, soit 50 patients avec 2 accompagnateurs chacun, et 50 autres personnes ont pu rentrer dans le territoire palestinien. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP 3 sources officielles à la frontière égyptienne. Cette réouverture était prévue dans le cadre du plan de paix établi par les États-Unis. En revanche, la frontière devrait rester fermée à l'entrée de l'aide humanitaire malgré une situation jugée catastrophique dans la bande de Gaza. Parallèlement, Israël a aussi annoncé ce dimanche que l'ONG Médecins sans frontières devra quitter la bande de Gaza avant le 28 février. L'ONG est accusée d'avoir refusé de transmettre la liste détaillée de ses employés palestiniens, Israël affirmant que 2 d'entre eux auraient des liens avec le Hamas et son allié le djihad islamique. De son côté, MSF dément ces accusations et dénonce, je cite, un prétexte pour empêcher l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. A noter que vendredi, donc avant l'annonce de son interdiction, MSF avait indiqué avoir accepté à titre exceptionnel de fournir une liste partielle de son personnel sous condition de garantie de sécurité. En tout cas, cette décision israélienne s'inscrit dans un contexte plus large. En décembre, Israël avait annoncé que 37 ONG ne seraient plus autorisées à opérer à Gaza à partir du 1er mars pour des raisons similaires. Troisième info, l'entreprise informatique française Capgemini a annoncé mettre en vente sa filiale qui travaille pour l'ICE, la police de l'immigration aux États-Unis. Selon l'association L'Observatoire des multinationales, Capgemini aurait un contrat avec le gouvernement américain et aurait fourni à l'ICE un outil d'identification et de localisation des personnes étrangères. Selon l'entreprise, il s'agirait d'un contrat avec une filiale du groupe, dont une société contrôlée par Capgemini qui s'appelle Capgemini Government Solutions, et c'est cette filiale qui est aujourd'hui mise en vente. Le directeur de Capgemini affirme ne pas avoir eu connaissance plus tôt de ce contrat car ses activités étaient, je cite, classifiées. Ce mercredi, le groupe a aussi affirmé à ses salariés que le contrat n'était, je cite, pas en cours d'exécution. Pour rappel, les agents de l'ICE déployés dans plusieurs villes des États-Unis sont accusés de mener des raids violents, parfois meurtriers, dans les rues et les espaces publics pour arrêter et déporter des personnes en situation illégale. A noter que l'immense majorité des personnes arrêtées ont un casier judiciaire vierge. Quatrième info, la candidate de droite conservatrice Laura Fernandez a remporté la présidentielle dès le premier tour au Costa Rica ce dimanche. Elle a obtenu plus de 48% des voix, soit 8 points de plus que ce qu'il faut pour gagner dès le premier tour, selon 94% du dépouillement du tribunal suprême des élections. Son rival, Alvaro Ramos, un économiste de centre droit, a rapidement reconnu sa défaite avec 33% des voix. Laura Fernandez est une politologue de 39 ans, elle a notamment promis une grande fermeté dans la lutte contre le narcotrafic et la criminalité. Elle veut notamment achever la construction d'une méga prison destinée aux membres des gangs et instaurer l'état d'urgence dans les zones en proie à la violence, mais certains de ses opposants l'accusent de vouloir consolider un pouvoir autoritaire avec ces mesures. Ils craignent notamment que Laura Fernandez ne modifie la constitution pour que le président sortant, Rodrigo Chavez, soit autorisé à se représenter dans 4 ans, ce qui est actuellement interdit par la loi. Cinquième info, en France cette fois-ci, une école primaire juive a été victime de dégradation dans le 10e arrondissement de Paris ce samedi soir, selon le parquet de Paris. 3 vitres de l'école ont été brisées, une caméra de vidéosurveillance et la plaque apposée sur le bâtiment ont été arrachées selon le ministère public qui a précisé que l'intérieur de l'école n'a pas été visité. Une enquête a été ouverte pour dégradation aggravée par 2 circonstances, en réunion et en raison de la religion. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a condamné, je cite, des actes antisémites et de haine qui n'ont pas leur place ni dans notre ville ni dans notre République. 1570 faits à caractère antisémite ont été recensés en France en 2024, sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, et 889 faits ont été enregistrés sur les 8 premiers mois de 2025. Et pour finir, si vous êtes étudiant, vous serez sûrement intéressé par cette dernière info, la plateforme Mon Master a ouvert ce lundi pour la rentrée 2026-2027. Si vous êtes en fin de licence ou en reprise d'études, vous pourrez trouver plus de 3500 formations et 8000 parcours accessibles en première année de master. Et depuis son ouverture en 2023, Mon Master fonctionne un peu comme Parcoursup et permet d'éviter de multiplier les démarches entre les universités, et en regroupant le tout sur une même plateforme, vous pourrez formuler jusqu'à
15 candidatures en formation hors alternance et jusqu'à 15 candidatures en alternance entre le 17 février et le 16 mars 2026. La phase complémentaire pour candidater à de nouvelles formations aura lieu du 19 juin au 19 juillet. On vous tiendra au courant et notamment sur l'Instagram de Elan, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup pour ces actualités. Si jamais vous avez des suggestions de sujets que vous voulez absolument qu'on traite dans les prochains jours, n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit sur YouTube, dans les commentaires, ou alors directement sur Spotify. Je prendrai le temps de lire tout ça ce soir. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.